de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On parle de fracture lorsqu'un os est brisé ou fêlé. La majorité des fractures sont causées par une pression sur l'os et la plupart résultent d'un seul choc important sur un os sain. Au Burkina Faso, la prise en charge des personnes fracturées constitue un problème social. Les fractures constituent un motif fréquent de consultation à l'hôpital et elles sont nombreuses les victimes. La plupart de ces accidents proviennent de la circulation et contraignent les victimes à un arrêt temporaire de leurs activités avec ses corollaires socio-économiques. Les fractures entraînent beaucoup de conséquences socio-économiques sur la vie des victimes et de leurs proches. À cause de bon nombre de facteurs tels que les difficultés financières, les croyances et le retard de prise en charge, certaines victimes de fractures font recours au service des rebouteurs, qui sont des guérisseurs traditionnels. Une situation qui est à l'origine de plusieurs complications et laisse parfois des séquelles post-traumatiques. Et pour parler des fractures ce soir sur ce plateau, je reçois pour vous professeur Mamoudou Sawadogo. Il est chirurgien orthopédiste. Il est également le chef de service orthopédie traumatologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Docteur Malik Diallo, docteur Diallo est chirurgien orthopédiste également. Il est au CHU Souro Sano de Bobo Dioulasso. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Vos préoccupations sont attendues au 30 73. Professeur Sawadogo, dites-nous quel est le rôle de l'os. Merci Madame Dao de nous recevoir sur votre plateau et nous disons également bonsoir aux téléspectateurs. Alors pour répondre à votre question, à savoir quel est le rôle des os, on peut dire que les os supportent le corps. N'est-ce pas? Vous imaginez si on retirait tous les os de votre organisme, ben, il ne resterait un tas de chair amorphe. Donc c'est pour dire que les os supportent le corps, ils ont un rôle de charpente. Donc ça c'est le premier rôle. Alors un deuxième rôle, c'est le rôle de protection. Les os servent de protection à certains organes nobles. Ainsi par exemple vous avez le cerveau qui est logé dans la boîte crânienne, qui lui sert de protection. Vous avez également le cœur, les poumons, qui sont logés dans la cage thoracique, qui lui servent de protection. Et puis il y a aussi un troisième rôle, c'est que les os permettent de marcher en conjonction, en symbiose avec l'action des muscles. Donc les os interviennent également donc, dans la locomotion. Un autre rôle non négligeable, c'est qu'ils interviennent dans la physiologie. Les os stockent le calcium et un certain nombre d'autres sels minéraux tels que le potassium, le phosphore, etc. Et il y a aussi un rôle dans la physiologie sanguine, c'est à l'intérieur des os, notamment de la moelle rouge, que sont fabriquées les cellules sanguines, les globules rouges notamment. Donc voilà à peu près 5 fonctions des os au niveau donc, de l'organisme. Docteur Diallo, comment reconnaître une fracture? Merci madame. Je tiens d'abord à remercier l'équipe de Santé Mag et la RTB de nous permettre de partager cet instant. Je remercie également les spectateurs à la domicile qui nous reçoivent. Donc le rôle, tantôt on disait que pour reconnaître une fracture, le patient il va souvent se plaindre de craquement, de douleur et il aura du mal à bouger son membre ou son articulation. Et souvent, pour reconnaître, si la fracture elle est évidente, par exemple, lorsque les fragments sont séparés, lorsque les morceaux sont séparés, on voit que c'est déformé, ça bouge là où ça ne doit pas bouger habituellement. Là, la fracture elle est évidente et on a recours très souvent à la radiologie également pour identifier la fracture. Merci.
Professeur Sawadogo, quels sont les os qui sont sujets fréquemment à fracture? Alors, bon, là, il faut distinguer deux contextes. Le contexte occidental, j'allais dire, où vous savez que la population est âgée. C'est la population âgée qui représente la partie la plus importante de la population. Et donc, dans ces pays-là, les fractures les plus fréquentes sont les fractures dues à l'ostéoporose, donc au vieillissement des os. Et au nombre de ces fractures, là, vous avez les fractures du poignet, vous avez les fractures du col du fémur, et puis vous avez les fractures de la colonne vertébrale, qui sont en réalité des tassements dus à l'ostéoporose. Donc, dans les pays occidentaux, ce sont les fractures ostéoporotiques, avec ces sièges que je viens de décrire là, qui sont les plus fréquentes. C'est totalement l'inverse chez nous, où la population est en majorité jeune, avec des os donc solides. Par conséquent, les fractures les plus fréquentes, ça va être les fractures d'origine traumatique. Et là, dans notre contexte, ce sont les fractures du membre pelvien, c'est-à-dire du membre inférieur, qui viennent en tête, avec d'abord la jambe et ensuite le fémur, suivi des fractures donc, du membre thoracique, c'est-à-dire donc, le membre supérieur, avec l'avant-bras et l'humérus. Voilà. Et quels sont les différents types de fractures, Dr Diallo? Merci. Les fractures, en fait, il y a plusieurs façons de le classer. On a des fractures selon l'âge, on a des fractures qui surviennent chez les enfants, des fractures qui surviennent chez l'adulte, et puis des fractures qui surviennent chez la personne âgée. On a également les fractures selon la nature même de l'os. Est-ce que l'os il est malade ou il est en bonne santé? Et de façon résumée, on peut dire qu'on peut avoir une fracture lorsqu'on a une fissure, lorsque l'os est tordu, ou lorsque la fracture elle est franche, l'os est cassé. Et lorsqu'il est cassé, on peut avoir 2 morceaux, 3 morceaux ou plus de 3 morceaux. On a également des fractures lorsque elles touchent le cartilage de croissance qui existe chez les enfants. Et on va maintenant parler des lésions qui entraînent les traumatismes crâniens, professeur Sawadogo. D'accord. Alors, les lésions qui entraînent donc les traumatismes crâniens, il faut dire d'abord que quand on parle de traumatisme crânien, il faut distinguer. Donc, ce sont des traumatismes qui intéressent l'extrémité céphalique, donc la tête. Et quand on dit la tête, il faut distinguer le contenant, qui est la boîte crânienne, et le contenu, qui est donc le cerveau. Donc les lésions dans les traumatismes crâniens vont intéresser soit le contenant, c'est-à-dire donc la boîte crânienne qui est de l'os, et donc il va s'agir essentiellement de fractures. Ou alors les lésions vont intéresser le contenant, le contenu du moins, qui est le cerveau, et à ce moment il va s'agir de contusion simple, il va s'agir d'attrition parfois. Attrition, c'est-à-dire que le cerveau est pour broyer, on va dire. Voilà, ou bien il va s'agir d'hématome, de saignement à l'intérieur donc du cerveau. Donc ça peut être à l'intérieur du cerveau, hématome intracérébral, ou bien à l'extérieur entre la dure mère, l'enveloppe superficielle du cerveau et le crâne, hématome extradural. Voilà, donc les lésions que l'on peut observer dans les traumatismes crâniens, grosso modo, c'est ça. Le neurochirurgien, s'il avait été là, aurait été sans doute le mieux placé. Il a eu des contraintes de temps, oui, tout à fait. L'empêcher d'être sur ce plateau. Et qu'est-ce qui fait la gravité des fractures des membres, professeur Sawadou? Alors, ce qui fait la gravité des fractures, grosso modo, ce sont les complications. Ce sont les complications qui font la gravité des fractures de membres. Et quand on dit complications, on peut distinguer des complications qui surviennent immédiatement après la fracture, au moment de la fracture, au nombre desquelles il y a surtout l'ouverture cutanée, c'est-à-dire la peau qui est blessée, c'est-à-dire, si on veut parler communément, c'est-à-dire il y a une plaie associée à la fracture. On dit à ce moment-là que la fracture est ouverte. Et ça, c'est grave. Ça complique sérieusement la fracture, ça remet en question le traitement. Donc les ouvertures cutanées, les plaies associées aux fractures, ça c'est grave. Deuxième élément qui complique les fractures, qui font la gravité des fractures, c'est les lésions associées
notamment les complications vasculaires et neurologiques. Parce qu'il faut dire qu'en compagnie de l'os se trouvent à l'intérieur donc du membre, plus ou moins à côté de l'os, des vaisseaux, qui sont les tuyaux dans lesquels circule le sang, qui nourrit le membre. Il y a aussi les nerfs qui circulent également à côté de l'os, et ces nerfs-là, c'est eux qui donnent la sensibilité et la motricité aux membres, qui permettent donc de bouger et de sentir. Et lorsque l'os est cassé, les fragments plus ou moins acérés peuvent embrocher les vaisseaux ou les nerfs et entraîner des complications qui peuvent être graves. Et puis, il y a d'autres complications qui peuvent survenir. Bon, déjà, une complication majeure qu'on peut avoir dans les grands chocs avec de grosses fractures, c'est l'état de choc. Là, le patient, il a saigné et puis il est en état de choc. Et si on ne fait pas quelque chose rapidement, ça peut même lui coûter la vie. Donc, l'état de choc associé aux fractures. Et puis, secondairement, il y a d'autres types de complications, notamment un groupe de complications assez sérieuses, c'est les complications thromboemboliques. Lorsque l'on marche, la pression des muscles sur les vaisseaux favorise la remontée du sang vers le cœur. Mais lorsqu'on est fracturé et qu'on est couché, notamment au niveau des membres inférieurs, le sang a de la peine à remonter. Il peut donc stagner, c'est-à-dire reposer à l'intérieur des vaisseaux et se coaguler, faire des caillots. Et ce petit caillot qui se forme à l'intérieur de la veine va entraîner ce qu'on appelle une phlébite, une inflammation de la veine. Et parfois, comme le sang doit circuler, il force pour passer. Et en forçant pour passer, il peut détacher un morceau de ce caillot-là et le transporter avec la circulation jusqu'au niveau du cœur et ensuite vers les poumons. Et arrivé au niveau des poumons, les vaisseaux sont tellement petits que ce caillot-là va se bloquer quelque part. Et donc tout le territoire pulmonaire qui ne sera plus vascularisé va s'ischémiser, va se nécroser. C'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et si ce territoire-là est important, l'embolie peut être foudroyante et emporter le malade. Donc ça, c'est également des complications très graves qui font la gravité des fractures. Et puis il y en a plein d'autres, les infections, etc. etc. Et qu'est-ce qui fait la gravité des fractures crâniennes de la moelle épinière? Ok. Tout à l'heure, le professeur Savadogo a parlé du rôle de protection. Donc au niveau de la tête et au niveau de la colonne vertébrale, ce qui est protégé, c'est le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Donc la principale gravité, c'est que ces structures-là soient blessées. Entre 30 et 40 patients reçus par jour, l'unité des urgences traumatologiques est l'un des services les plus visités du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Une unité qui prend en charge les lésions traumatiques et dégénératives des membres. 90% des patients admis dans cette unité sont des accidentés de la circulation de la route. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les difficultés? Éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Ouédraogo et Isiaka Nana. Unité des urgences traumatologiques du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Ce matin, Ilyas Kabori est là pour son rendez-vous. Un contrôle de sa fracture au col du fémur contracté lors d'un accident de la circulation en 2020. On avait fait une intervention et par suite de ça, il y a la guérison et je suis venu demander qu'on enlève les vis. Vraiment, ça va. J'arrive à me déplacer sans béquille depuis lors. Avec une moyenne de 30 à 40 patients reçus par jour, les urgences traumatologiques restent l'une des unités les plus fréquentées de l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Les victimes d'accidents de la circulation sont les plus reçues dans cette unité. Les patients que nous recevons au niveau des urgences traumatologiques sont les patients victimes du traumatisme. Il s'agit essentiellement, pour la plupart, à plus de 90%, des patients victimes d'accidents de la circulation routière. Nous recevons également des blessés dus à des agressions physiques et également des accidents domestiques et des accidents de travail. Il faut dire qu'au niveau des urgences traumatologiques, nous recevons en moyenne 30 à 40 patients par jour. Et ils sont hospitalisés en moyenne 50 à 60 patients.
C'est pour dire que les patients que nous recevons, il y a des cas graves que nous sommes obligés de garder pour administrer les soins qu'il faut, mais il y a des cas moins graves que nous arrivons à soigner et à les laisser repartir chez eux. Tous les organes du corps humain peuvent avoir des lésions dues à un traumatisme, selon le professeur Sayouba Tento. Tous les patients qui viennent à notre niveau peuvent se retrouver avec des lésions qui peuvent siéger au niveau de la tête, on parle de traumatisme crânien, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des membres, que ce soit les membres supérieurs, les membres inférieurs. Il peut s'agir également des traumatisés qui ont des lésions au niveau de l'abdomen. Un organe contenu dans l'abdomen peut être également touché. Et le thorax aussi, notamment le poumon, le cœur. Tous ces organes peuvent être le siège de lésions dues à des traumatismes. Il y a des conséquences sur le patient. Ces conséquences sont dues d'abord même à la gravité des lésions. Il y a des lésions qui sont d'emblée graves, lésions pour lesquelles, quels que soient vos efforts, quelle que soit la qualité de la prise en charge, le patient soit décède, soit s'en sort avec des séquelles. Et également les conditions de prise en charge aussi, avec les délais rallongés de prise en charge, peuvent entraîner des complications. Et ces complications peuvent être des complications mineures qui sont compatibles avec une vie plus ou moins normale, mais ça peut être des complications graves, des séquelles qui vont constituer un handicap pour le patient, avec une répercussion socio-économique non négligeable. Et une mention particulière aux usagers des engins à 2 roues, il faut porter le casque. Le casque sauve des vies. Parce que nous avons fait des études qui ont montré que sur 100 décès, plus de 85%, c'était des traumatismes crâniens chez des patients qui n'avaient pas porté de casque au moment de l'accident. La prise en charge des urgences traumatologiques est pluridisciplinaire, indique le professeur Tento. Toutefois, des difficultés sont rencontrées. Il y a des difficultés de prise en charge des patients et ces difficultés sont multiples et habituellement nous les classons en difficultés de 3 ordres. Il y a les difficultés liées aux patients. Et qu'est-ce que nous appelons difficultés liées aux patients? C'est lorsque le patient arrive et à un niveau donné de sa prise en charge, il manque de moyens financiers pour payer les frais nécessaires. Ça, c'est une difficulté. Le patient est là, l'équipe est disponible, les équipements sont disponibles, mais le patient n'a pas l'argent pour réaliser la radiographie ou pour payer, faire les examens de sang, ou quand bien même il arrive à le faire, qu'il faut l'opérer, le patient n'a pas les moyens pour réunir les nécessaires pour qu'on puisse l'opérer. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons. Et une autre difficulté, c'est celle liée aux pannes de services d'aide au diagnostic, c'est-à-dire l'imagerie ou le laboratoire. Il nous arrive des fois que la radiographie ou le scanner ne soient pas disponibles sur place ou que certains examens de laboratoire ne soient pas disponibles sur place, et ce qui nous amène à envoyer les malades hors de l'hôpital pour faire les examens avant de revenir, toutes choses qui participent à rallonger les délais de prise en charge. Une des difficultés que nous rencontrons également, c'est l'insuffisance de certains équipements pour prendre en charge certains cas compliqués, notamment au niveau de la réanimation et au niveau du bloc opératoire. Le respect du code de la route, la limitation de la vitesse, le port du casque, la courtoisie en circulation restent donc les principaux conseils prodigués par le chef de service de l'unité des urgences traumatologiques du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Imprudence ou excès de vitesse, les accidents domestiques ou de circulation sont courants au Burkina Faso. Des accidents dont les conséquences peuvent être des fractures. À titre illustratif, le service d'orthopédie et traumatologie du CHU Sourosano de Bobo Dioulasso a enregistré plus de 6000 cas de fractures en 2021. La prise en charge se fait en fonction de la nature et de la gravité de la fracture. Pour des raisons personnelles, financières et autres, il arrive que certains patients fassent malgré tout recours au rebooteur. Hassan Gourabou, Sirik Milogo, Kadou Romenki. Causées de multiples manières, les fractures représentent plus de 70%
Des urgences chirurgicales ici, au centre hospitalier universitaire Souroussanon de Bobo Dioulasso. Que ce soit en consultation, je dirais, externe et en hospitalisation, que ce soit les fractures des membres et les fractures de la colonne vertébrale, qui vont également représenter 70 à 80% de ces urgences-là. Selon les spécialistes en la matière, les accidents de la circulation constituent la première cause des fractures, avec environ 85% de ces accidents dus aux engins à 2 roues. J'étais en circulation et ma moto s'est crevée. Et du coup, j'ai essayé de freiner, mais je n'ai pas pu. Je me suis levée, trouvé que mon pied était rentré dans les rayons de la moto. Nous avons une équipe permanente, 24 heures sur 24, qui assure la prise en charge. L'accueil, les premiers soins sont prodigués. Et bien sûr, il faut très souvent faire une radiographie, ce qui n'est pas toujours évident parce que les malades doivent payer de leur poche cette radiographie qui nous permet de confirmer le diagnostic de la fracture si ce n'est pas évident lorsqu'on examine le patient. Lorsqu'il s'agit d'un cas grave, le patient peut, au-delà des premiers soins, avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Quand il s'agit d'une fracture, il faut soit immobiliser avec un plâtre ou bien faire une intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale n'est pas toujours possible immédiatement parce que le patient doit être préparé, il faut que le matériel soit réuni. Le malade doit pouvoir réunir tout ce nécessaire-là pour qu'on puisse l'opérer. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de prise en charge aux urgences est bien organisée. Elle est disponible 24 heures sur 24, les compétences sont disponibles. La logistique, même si elle n'est pas forcément de première intention, ce n'est pas le luxe que nous avons quand même un minimum pour offrir des soins adéquats aux patients. Des soins qui sont payants et qui ne sont toujours pas à la portée du patient. Tout ne peut pas être fourni par l'hôpital. Et même quand ça doit être fourni, il faut que le malade contribue. Et c'est parfois à ce niveau qu'on a des difficultés. Parce que quand on se lève le matin en voulant traverser la route, on est renversé par un véhicule. On n'a pas forcément de l'argent sur soi pour prévoir une éventuelle situation de ce genre. Donc c'est ça qui peut être une des circonstances assez délicates dans la prise en charge qui contribue à freiner ou en tout cas à retarder la prise en charge des patients. Entre autres difficultés et non des moindres, le recours à la médecine traditionnelle qui n'est pas toujours pour faciliter les choses. Certains patients, quand on parle de fracture, ils estiment que la médecine moderne n'est pas appropriée pour cela et ils vont sortir contre avis médical pour aller en médecine traditionnelle se faire prendre en charge. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ils nous reviennent avec de grosses complications qui parfois mettent en jeu même, engagent le pronostic vital. Certaines fractures vont s'infecter. Et c'est souvent le cas pour ceux qui ont des fractures ouvertes, qui se retrouvent en médecine traditionnelle, ils reviennent avec des gangrènes. Et nous sommes obligés de les amputer. Alors que si la prise en charge avait été correcte au départ, on aurait pu éviter l'amputation. Après l'accident, je sens trop de douleur. Je ne dors pas, je fais des nuits blanches. Quand je dors, c'est que j'ai pris des médicaments, des calmants. Sans des médicaments, sans des produits, je ne peux pas trop dormir. J'aimerais sensibiliser la population, la jeunesse, d'arrêter de rouler trop en vitesse et de respecter les feux tricolores et de porter des casques pour éviter les accidents parce que c'est en fin d'année. La Société burkinabé de chirurgie, orthopédie et traumatologie se bat autant que peut se faire pour une amélioration de la prise en charge des patients victimes des fractures. Les spécialistes invitent la population à prendre en compte leurs recommandations afin d'éviter de lourdes séquelles de fractures par une prise en charge adéquate. Docteur Diallo, qu'est-ce qu'une fracture ouverte en français facile et comment la soigne-t-on? Une fracture ouverte, c'est quand la peau est blessée et que là où la fracture est, cet endroit-là communique avec l'extérieur sans protection. Donc quand vous avez ça, il y a deux problèmes majeurs.
le saignement qui est autour de la fracture, qui contient tout le nécessaire à sa guérison, est perdu. Ça sort par la plaie. Et puis, éventuellement, de l'extérieur également, les microbes rentrent. Et ça pose un problème lié à l'infection. Donc, pour soigner une fracture ouverte, c'est une urgence. Ici, le temps compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ce soit dans les conditions hospitalières, bien entendu. Il faut laver. Laver, laver, laver. Désinfecter. Nous, on dit souvent, il faut laver jusqu'à ce qu'on soit fatigué de laver. Et quand on est fatigué de laver, on lave une dernière fois. C'est pour dire qu'il faut faire le maximum pour nettoyer la plaie. Et quand elle est nettoyée correctement, la fracture est réalignée. C'est-à-dire qu'on essaie de supprimer la fracture en remettant les fragments dans leur meilleure position. Et on mettra du fer, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, selon les conditions, pour stabiliser cette fracture-là. Et quelles sont les particularités des fractures de l'enfant et de la personne âgée? D'accord. Pour les fractures de l'enfant, il y a deux choses particulières qu'il possède. C'est le cartilage de croissance qui lui permet de grandir en longueur. Donc, lorsque la fracture passe par le cartilage de croissance, ça peut perturber la croissance. La deuxième chose également qu'il y a chez l'enfant, c'est qu'il y a une membrane qui recouvre l'os, qu'on appelle le péios, qui permet à l'os de grandir en épaisseur. Donc, lorsque vous avez une membrane, je prends l'exemple ici d'un bois sec, d'un bois frais plutôt, il y a une petite couche autour qui protège l'intérieur du bois. Donc, quand j'essaie de le casser, vous voyez qu'il se casse difficilement et il est maintenu par la membrane. Donc, c'est le même processus qui se passe chez l'enfant. Chez la personne âgée, l'os est plutôt fragile. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Une simple chute, une glissade dans les toilettes le matin ou le soir peut entraîner une fracture. L'os devient fragile et lorsqu'on veut faire une fracture, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie et l'os se casse de façon sec. Merci, madame. Quels sont les gestes de premier secours face à une fracture, professeur Sawadou? Alors, les gestes de premier secours, je dirais que le premier geste, qui est celui, j'allais dire, un peu du bon sens, c'est déjà appeler au secours. Quand vous êtes face à un fracturé, que vous n'êtes pas technicien, donc le premier réflexe, appeler au secours. Donc c'est appeler les pompiers, ou appeler une ambulance, ou appeler en tout cas à l'aide, pour qu'on puisse amener donc le patient à l'hôpital. Donc ça, c'est le premier réflexe. Alors ensuite, maintenant, les gestes vont être fonction du type de fracture et puis de son siège, où est-ce que la fracture est située. S'il s'agit d'une fracture du membre thoracique, c'est-à-dire du membre supérieur, la plupart du temps, si vous aidez le patient à plaquer le membre contre le thorax, c'est déjà bien. Et on solidarise maintenant le membre au tronc à l'aide d'une écharpe. Ça peut être un foulard ou n'importe quoi. Voilà. Donc dès que vous attachez et que le patient tient son membre, déjà il est bien soulagé pour ce qui est de la douleur. Et après maintenant, on le convoie donc à l'hôpital. Alors s'il s'agit d'une fracture qui siège au membre pelvien, c'est-à-dire donc le membre inférieur, bon là c'est un peu plus technique, mais dans le principe, il faut immobiliser la fracture. Voilà. Ça, l'immobilisation est capitale. Dès que la fracture est immobilisée, automatiquement le patient n'a plus mal. Et on évite un certain nombre de complications d'ailleurs, parce que lorsque la fracture bouge, non seulement les fragments d'os frottent entre eux, donc ce qui génère énormément de douleur, et après on a des substances qui peuvent s'échapper de l'os et puis aller dans le sang, entraîner d'autres complications, les embolies graisseuses, etc. Donc il faut immobiliser. Donc le principe de l'immobilisation, c'est que vous devez réaxer grossièrement le membre, et puis bon, vous immobilisez avec ce que vous avez sous la main. Idéalement, c'est des attelles, des orthèses. Mais bon, si on est sur le champ de l'accident et tout ça et qu'on ne dispose pas de ce type de matériel, ben on peut immobiliser avec ce qu'on a. Ça peut être des planches. Habituellement, là, c'est des cartons que les gens mettent, des cartons assez rigides, et puis on bande, voilà, sans quand même trop serrer pour ne pas faire des lésions, voilà. Mais il faut immobiliser au moins sommairement comme ça, le temps d'amener donc le malade à l'hôpital. Autre geste de premier secours, c'est lorsque la fracture est ouverte, comme vient de le dire le professeur Diallo. À ce moment, il faut quand même protéger la plaie, idéalement avec des compresses stériles,
à défaut avec quand même du linge propre, idéalement stérile. À défaut d'être stérile, que ça soit au moins bien propre. Il ne faut pas essayer de remettre les fragments osseux éventuellement extériorisés là. Il ne faut pas essayer de les remettre dedans. Il ne faut pas appuyer dessus. Non, non, il faut se garder. On se couvre simplement avec ce qui est propre. Je profite de l'occasion ici pour faire une interpellation à nos collègues des formations sanitaires périphériques qui nous réfèrent parfois des fractures ouvertes qu'ils rencontrent. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a reçu une belle fracture ouverte de Comsilara. Et l'agent, il a cru bien faire en suturant proprement la plaie. Il a bien fermé. Et quand on regarde, c'est joli. Mais en réalité, ça c'est pas bien. C'est joli, les accompagnants sont contre. Une fracture ouverte doit être parée. Ça, c'est un principe de base. Parée, ça veut dire qu'il faut aller au bloc opératoire, laver, comme il l'a dit, laver, comme il l'a si bien dit, avant de fermer. Alors ça ne peut pas se faire en dehors de l'anesthésie, ça ne peut pas se faire en périphérie. Donc, je lance cet appel-là. Quand vous avez une fracture ouverte en formation sanitaire périphérique que vous devez évacuer, nettoyer la plaie proprement, faites un bon pansement stérile, immobilisé et évacuer ça tel quel. Pour la suture et autres, on va s'en occuper à l'arrivée. Parce que là, même ce qu'il a fait, on est obligé de défaire les points et de reprendre le lavage. Et il se trouve déjà qu'il a enfermé des germes qui ont commencé à se multiplier avec sa suture. Voilà, donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc ça, c'est cet appel-là que je voulais lancer en particulier. Et puis, autre point de ce premier secours que je voulais ajouter, c'est que bon, parfois le patient, après l'accident, il demande à boire, il est choqué et tout ça. Il faut éviter, de préférence, de lui donner à boire ou à manger. Parce qu'il se peut que dès son arrivée à l'hôpital, on veuille l'amener au bloc opératoire. S'il se trouve qu'il a bu ou mangé, ben ça retarde la prise en charge. Un élément important qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'il s'agit d'un traumatisme du cou ou du dos, alors là, il ne faut rien faire. Il ne faut absolument rien faire. Il faut laisser le malade tel quel dans la position où il est en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Parce que toute mobilisation intempestive peut lui être fatale. Voilà. Quand aller voir un médecin en cas de traumatisme, professeur, toujours avec vous. Oui, bon, quand aller voir un médecin, j'allais dire, dès que ça ne va pas, dès lors qu'il y a des signes d'appel, dès lors qu'il y a des plaintes, après votre traumatisme, il est logique d'aller voir un médecin. Si vous avez anormalement mal, ben, il faut aller voir le médecin. Si vous sentez qu'il y a une mobilité, le membre ou le pied bouge anormalement, il faut aller voir le médecin. Si vous boitez, mais il faut aller voir le médecin. Voilà, donc dans toutes les situations anormales où il y a des signes d'appel, il faut aller voir le médecin. Vous n'arrivez pas à bien soulever le bras, c'est-à-dire la mobilité est anormale ou diminuée, il faut nécessairement aller voir le médecin pour qu'il fasse des investigations. Docteur Diallo, quelles sont les conséquences des fractures? Donc, les conséquences des fractures sont à 3 niveaux. D'abord, la fracture elle-même, si elle est ouverte, il y a un risque d'infection, donc les microbes peuvent rentrer, et si cette infection n'est pas contrôlée, elle peut durer des mois, des années, elle peut entraîner une gangrène pour laquelle il faudra amputer, et elle peut même entraîner la mort. Si la fracture également est associée à une blessure de vaisseau, on peut avoir un gros saignement et un choc. Si la fracture, par exemple, touche la moelle épinière ou les nerfs, on peut avoir une paralysie. Donc ça, ce sont des conséquences liées à la fracture sur place. On peut également avoir une fracture qui guérit pas bien, c'est-à-dire qu'elle guérit en mauvaise position. Donc le monsieur aura, ou la dame aura un pied qui est déformé ou sur lequel il boite, ou une fracture qui ne guérit pas du tout, ce qui est possible également. En ce qui concerne les autres conséquences, c'est par rapport à l'individu. Vous avez un individu qui a une fracture, qui est hospitalisé, donc il ne peut plus travailler. Donc ça fait un manque à gagner pour lui. Ça fait également, au niveau de la société, un manque à gagner. Donc lui, il sera plus productif et notre système de soins également tient compte de la part importante des accompagnants. Donc il faudra mobiliser dans sa famille ou parmi ses proches des gens qui seront à son chevet. Et cela également fait un manque à gagner pour la société. Mais comment vous traitez les fractures des membres? D'accord. Pour guérir une fracture, le but c'est de guérir la fracture. Donc pour guérir une fracture,
il y a un seul élément, c'est le temps. C'est le temps qui guérit la fracture. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'améliorer les conditions pour que la fracture puisse guérir convenablement dans le temps adéquat pour ce type de fracture. Donc, si la fracture elle est déplacée, il faut ramener les fragments, les morceaux dans la bonne position. Et lorsqu'ils sont ramenés dans la bonne position, si on laisse, ils vont repartir dans la position. Donc, il faut stabiliser cela. Donc, il faut bloquer les fragments dans cette position. Soit on utilise quelque chose à l'extérieur du corps qu'on appelle le plâtre, soit on met à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps des fers, du matériel d'ostéosynthèse, communément appelé fer. Mais le temps imparti, ça peut... La fourchette? Le temps imparti dépend de l'âge et du type de fracture. Donc ça varie en moyenne, ça va sur 8 semaines à 3-4 mois. D'accord. C'est le même traitement pour les fractures du crâne, professeur Samadou? Pour les fractures du crâne, tout à l'heure, donc on a distingué le contenant et le contenu. Ici, on dit bien fracture, on parle du contenant. Et en ce qui concerne les fractures du crâne, bon, il faut distinguer grosso modo 3 éléments. Il y a le contenant, là, c'est comme une assiette avec son couvercle, n'est-ce pas? Le couvercle, c'est la boîte crânienne, là, la voûte, là. Et puis l'assiette, c'est la base du crâne. Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc parfois, la base du crâne peut être fracturée. C'est dans ces cas-là qu'on a les gens qui ont des écoulements de liquide céphalorachidien, le liquide dans lequel baigne le cerveau, là. Voilà, les gens, ils saignent, enfin, pas saignent, voilà, ils coulent du nez. Hein, le liquide le coule par le nez. Ce qu'on appelle ou les oreilles, hein, une rhinorragie, voilà. Donc dans ces cas-là, généralement, il faut surélever la tête, mais ça se fait en milieu médical, hein, donc par les spécialistes, notamment les neurochirurgiens. Voilà, donc on surélève la tête et puis on prévient les infections. Parce que comme il y a le LCR qui coule facilement, on peut faire une méningite qui peut être foudroyante. Donc on prévient ces complications-là avec des antibiotiques et puis on surveille. Donc généralement, ça s'arrange en 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, l'écoulement tarit. Et puis bon, tout rentre dans l'ordre. Alors en dehors donc de la base du crâne, pour ce qui est donc la voûte crânienne elle-même, là les fractures, ce sont les embarrures, c'est-à-dire l'os est enfoncé. Parfois, l'os est enfoncé, il va comprimer le cerveau. Donc ce qu'on appelle une embarrure. Et donc comme ça comprime le cerveau souffre. Donc à ce moment, il faut lever l'embarrure. Voilà. Donc ça, c'est les neurochirurgiens qui le font. Donc ils relèvent l'os. Mais parfois, lorsque c'est de petites compressions qui ne sont pas du tout menaçantes, qui ne menacent pas le cerveau, bof, on laisse comme ça, hein, on a la tête un peu, on a une petite dépression sur la tête, mais ça fait rien. Surtout lorsque les cheveux poussent et qu'on voit rien, il n'y a aucun souci. Et puis, au-delà donc de ce traitement curatif-là, là, je reviens sur ce que le professeur Tinto disait tout à l'heure, le traitement préventif reste le meilleur. C'est le port du casque. Ça, on ne cessera jamais de le dire, c'est fondamental. Mais pourquoi certains malades quittent l'hôpital pour aller vers les rebouteurs? Grosse question. Grosse question que le professeur Tinto a un peu abordé, que le professeur Dakouré a également abordé. C'est une grosse question. Mais bon, le professeur Dakouré a donné quelques éléments de réponse. Moi, j'ajouterais que je pense que le principal facteur qui fait que les gens vont chez les rebouteurs, c'est d'abord la foi, la croyance. On croit au pouvoir mystique de guérison de ces tradis praticiens-là. Et ça, bon, on a tous entendu des histoires, où, par exemple, les délais de guérison seraient très courts. On dit non, en 2 semaines tu marches, en 1 mois tu marches. Donc on a tous entendu ça. Et puis parfois on dit il ne touche pas au membre fracturé, c'est plutôt le membre sain qu'il masse. Parfois c'est une patte de poulet qu'on casse et qu'on masse. Parfois c'est un pilon qu'on casse et qu'on masse. Donc il y a toutes ces histoires-là. Donc, et les gens y croient. Donc ça c'est une raison qui pousse les gens à aller donc vers les rebouteux. Et puis la deuxième raison, c'est la pression familiale aussi. Donc le patient, il est là, il est fracturé, mais il a sa famille, il a ses amis, il a son environnement autour. Voilà.
Et il y a un qui va dire non, qu'est-ce que tu fais ici? À tel endroit, là, en 3 semaines, tu es debout. Hein? D'autant plus si le malade ne paie pas lui-même et que c'est son entourage qui paie. Et si c'est l'entourage qui paye et l'entourage te dit il faut aller chez le rebouteux, parfois tu n'as pas le choix. Donc il y a cette pression familiale et de l'entourage là qui explique aussi que les patients aient recours au rebouteux. Troisième raison, c'est vraiment le manque de moyens parfois. Il ne peut pas honorer les ordonnances. Il ne peut pas honorer les implants, il ne peut pas honorer les consommables. Donc il n'a pas d'autre choix que de sortir et de se retourner vers les rebouteux. Et puis enfin, il faut le reconnaître aussi, il y a les défaillances du système de santé. On n'est pas parfait, nous non plus. Il y a parfois la célérité dans la prise en charge, les gens trouvent que ça traite. Il y a la qualité de l'hébergement, de l'hôtellerie qui ne répond pas souvent. Je ne peux pas dire que c'est mieux chez les rebouteux, mais bon, ça peut être une raison pour laquelle les gens parfois demandent à sortir aussi. Voilà. Parfois on a l'impression qu'on traîne, on prend le temps, des jours, pourquoi on ne m'opère pas, etc. Puis parfois en dépit, les patients demandent à sortir. Donc voici quelques raisons qui peuvent expliquer. Mais qu'est-ce qui fait que cette prise en charge n'est pas rapide? Comme l'a dit le professeur Dakouré tantôt dans le reportage, non, il ne faut pas se précipiter, n'est-ce pas? Il faut prendre le temps d'analyser, de bien comprendre les lésions, ça c'est un. Et puis le malade doit être préparé. Et puis il y a des examens de sang à faire, ça se fait pas, tout ne se fait pas en une fois. Et notamment chez les patients un peu âgés, il faut prendre le temps de le conditionner, n'est-ce pas? Et puis de faire d'autres explorations sur le plan cardiaque, sur le plan pulmonaire, etc. Tout ça prend quand même un peu de temps. Mais il faut reconnaître que les délais depuis quelques années ont été considérablement amoindris. Moi, quand on était interne, une simple fracture du fémur, on ne t'opère pas avant 2-3 semaines. Ça, c'était à peu près ça, la moyenne. Mais aujourd'hui, en quelques jours, c'est fait. Les patients ont toujours l'impression que ça traîne, mais ça va quand même assez vite. Non, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle patients. C'est des patients qui ne sont pas souvent patients. Et quelle appréciation faites-vous des rebouteurs, professeur? Bon, ça aussi c'est une grosse question. Mais bon, ils apportent leur concours. Ils apportent leur concours dans la prise en charge des patients fracturés. C'est clair que s'ils n'étaient pas là et que c'était les orthopédistes seulement qui allaient le faire, c'est pas évident qu'on allait s'en sortir. Notamment quand on prend des zones reculées en périphérie où il n'y a pas de système sanitaire adéquat, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a rien. Donc si vous êtes fracturé dans ces zones-là, comment vous faites? Voilà, donc les rebouteux, voilà, ils apportent quand même leur concours dans la prise en charge donc, des pathologies traumatologiques donc, dans notre contexte. Bon, si on analyse ce qu'ils font, en fait c'est des traitements orthopédiques. Parce que quand vous arrivez, ils tirent, ils massent. L'objectif, c'est d'aligner les fragments, comme vient de le dire le professeur Diallo. Il faut remettre les fragments en place. Et après, c'est vraiment la nature qui fait le reste, comme il l'a dit, c'est le temps. Une fracture de jambe, ça consolide en 3 mois. Et je ne sais pas s'il y a moyen de raccourcir ces délais-là, honnêtement. Donc, dès lors que vous mettez les fragments en place et que vous vous débrouillez pour que ça ne bouge pas, laissez le temps faire. Au bout des 3 mois, le cal est suffisamment solide et le patient, en principe, peut prendre appui. Donc, ce qu'ils font, c'est des traitements orthopédiques. Maintenant, il leur manque les notions de base, d'anatomie, de physiologie, qui font que parfois, les patients qu'ils prennent en charge nous reviennent avec des complications, comme l'a dit le professeur. Est-ce qu'il arrive souvent que ces rebouteurs vous réfèrent des fractures? Par exemple, une fracture ouverte, il sait qu'il ne peut pas prendre cela en charge correctement et qu'il vous réfère ces malades. Il arrive souvent? Quelques rares fois. Je dis quelques rares fois parce que j'ai longtemps servi à Wayugia. Et avec le docteur Salah Mouedraoui qui est toujours là-bas, on a travaillé avec les rebouteux de la région du Nord, tous les rebouteux de la région du Nord. Et on a eu à leur expliquer, à projeter des images, on a discuté ensemble, montrer ce que c'est que les complications, notamment les fractures ouvertes, les gangrènes dont on a parlé d'Akouré et tout. On leur a montré tout ça. Et ensemble, on a dit, lors que vous avez une fracture qui est ouverte, quand il y a des lésions
de la peau associée, c'est préférable de nous les référer. Et puis, bon, on a donné quelques 2-3 situations où c'était compliqué et on leur a dit c'est préférable de nous les référer. Bon, en tout cas, les échanges étaient cordiaux et on a semblé se comprendre. Mais bon, après, on a quand même, après sur le terrain, on a continué quand même à recevoir des complications. Hein. Mais il arrive effectivement que certains réfèrent. Hein. J'ai souvenance d'un rebouteux qui n'hésitait pas à m'appeler. Et pour dire qu'il a eu une fracture, lui il pense qu'elle est vieille et que les bouts sont lisses, il pense que ça ne peut plus aller, il va me l'envoyer. Ben voilà, ça c'était un exemple de coopération qui était quand même assez bien. Okay. Docteur Diallo, vous avez également ce type de coopération avec les rebouteux de la région de l'Ouest? Non, pas personnellement, ni avec... Mais pourquoi utilise-t-on du matériel d'ostéosynthèse qu'on appelle communément fer dans la prise en charge des fractures? Donc je reviens un peu sur le principe même qu'on utilise pour traiter les fractures, c'est remettre les fragments bout à bout et de les fixer pour qu'ils ne bougent pas. Donc quand on remet les fragments bout à bout, ce qu'on utilise pour les fixer, pour qu'ils ne bougent pas, le temps que la guérison se fasse, c'est le matériel d'ostéosynthèse communément appelé fer. Donc c'est dans ce cas de figure-là qu'on l'utilise pour remplacer l'os le temps de la guérison. Donc il va maintenir les fragments en place. Pour telle fracture et pas pour... Tout dépend de la position de la fracture. Par exemple, si je prends l'exemple des fractures au niveau d'une articulation, on a besoin que la réduction soit le plus parfait possible. Et à ce moment-là, pour maintenir cette réduction parfaite-là, il faut du fer pour maintenir. Voilà. Donc dans certains cas, quand on n'est pas à côté d'une articulation et que la zone, il y a beaucoup d'apports en sang, on a de bons espoirs que ça peut consolider vite, on peut se contenter simplement d'un plâtre. Est-ce qu'on doit enlever le fer obligatoirement après la guérison? Donc classiquement, dès que le principe c'est de le poser le temps que l'os guérisse. Donc dès que l'os est guéri, généralement nous on donne un délai de 18 mois à 2 ans, on peut évaluer la possibilité de l'enlever. Soit parce que ça gêne le patient, soit parce que l'objectif recherché au départ est atteint. Mais il faut quand même nuancer. Il y a des situations pour lesquelles, si le risque d'aller enlever est plus grand que le bénéfice de l'enlever, c'est mieux de le laisser en place. Et ils sont biocompatibles, donc tolérés par l'organisme, ils peuvent rester toute la vie sans problème. Sans problème, ok. Comment se comporter avec un plâtre, professeur Sawado? Oui. Alors, donc, l'objectif du plâtre, comme il l'a dit, quand on a mis les fragments osseux bout à bout, bien alignés, donc on peut les contenir, les maintenir dans cette position-là à l'aide d'un plâtre. C'est l'objectif du plâtre. Le temps que la nature, effectivement, fasse son œuvre et que donc la fracture consolide. Donc, généralement, après la pose du plâtre, il met 24-48 heures pour bien sécher. Voilà. Et donc, il faut expliquer au patient, avant de poser le plâtre, il faut expliquer au patient ce qu'on va lui faire, ce que c'est que le plâtre, et lui donner donc les consignes. Donc, après la pose du plâtre, il faut conseiller au malade de signaler tout phénomène anormal. C'est-à-dire, si après la pose du plâtre, il a anormalement mal, s'il a l'impression que le plâtre le serre, il faut alerter tout de suite, il ne faut pas attendre, il ne faut pas perdre le temps. Donc, il faut signaler tout phénomène anormal. Donc, au-delà de ça, si le plâtre est bien posé, bien toléré, ben, il reste à le maintenir en bon état, propre, ne pas mettre des objets à l'intérieur. Il y en a qui disent que ça gratte, donc ils mettent des brindilles et tout ça qui se casse et qui reste dedans. Donc ça, il faut éviter. Il faut tout faire pour ne pas casser le plâtre. C'est bien sec, ça paraît solide, mais ça peut quand même se casser. Si on vous dit de ne pas poser le pied à terre, il ne faut pas le faire. Parce que si vous appuyez sur le plâtre, malgré le fait qu'il a l'air dur, au bout de 2-3 jours, ça devient comme un chiffon. Hein. Autre conseil important pour les malades porteurs d'un plâtre, parce que vous savez que quand on immobilise les muscles, ils ont tendance à fondre. Donc, vous gardez le plâtre 1 mois, si on enlève et vous regardez vos 2 bras,
là où était le plâtre, c'est devenu plus mince. Voilà, donc pour prévenir ça, on conseille aux patients, après la pose du plâtre, quand tout va bien, de faire ce qu'on appelle des contractions isométriques sous le plâtre. Voilà, il ne faut pas rester immobile, il faut contracter, détendre. Voilà, il faut faire travailler les muscles. Ils ne peuvent pas travailler à plein régime, mais au moins il faut les faire travailler pour qu'ils ne fondent pas trop. Et le fait de faire ces contractions, ces mouvements-là, ça permet aussi de maintenir les articulations qui sont en dehors du plâtre, là, de les maintenir souples. Sinon, quand on laisse et qu'on ne fait rien, ça s'enraidit facilement. À présent, nous découvrons les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebugo. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de téléspectateurs, hommes comme femmes, et quelques enfants également. Monsieur Emmanuel Dakouré de Komsilga a été victime d'un accident de la circulation le 2 août 2020. Il dit qu'il n'a pas oublié la date et il a eu une fracture et 3 jours après, il a subi une intervention et on lui a posé une broche qui n'a toujours pas été retirée. Quels sont les risques qu'il court à long terme en gardant ce corps étranger dans sa chambre? Il pose la question parce qu'il a subi les examens préopératoires et malheureusement, de report en report, il n'a pas pu subir l'intervention qui devait lui permettre d'enlever la broche. Donc, il est inquiet. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Madame Lalogo Nezerbo Aïcha a une question. Quelles sont les précautions à prendre pour gérer une fracture si le malade souffre d'une pathologie neurovasculaire? Monsieur Jean Tombiano nous suit à Tinkodgo. Il constate que l'ordre des médecins dans plusieurs structures collabore avec les tradis praticiens. Quelle collaboration vous entretenez avec les rebouteux? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de les encadrer ou de travailler avec eux? Surtout que beaucoup de personnes vont toujours chez eux. Comment vous travaillez de concert ou sans les concerter pour réparer les erreurs de ces rebouteurs? Et justement, il y a une qui a appelé, Madame Bara, qui est à Tinkodgo. Elle a été victime d'un accident de la circulation où elle a eu une fracture à la cheville. Sa belle famille l'a amenée chez le rebooteur. Et après 3 mois, on lui a dit que tout allait bien. Mais elle n'arrive pas à poser son pied pour marcher. Elle a très mal. On lui dit qu'elle est chochotte, si on peut le dire ainsi. Et tout son entourage la décourage. On dit que si tu es déjà allé chez les rebouteurs, les médecins ne s'occupent plus de ton cas. Est-ce qu'elle peut toujours aller à l'hôpital? Est-ce qu'on va la prendre en charge? Ce sont les principales questions. Et à quel coût? Monsieur Nyambwe Bourema nous a appelé de Wargaï. Lui constate qu'à l'école primaire, on apprend aux enfants qu'un os, ça peut se ressouder tout seul à condition que le membre soit immobilisé. Est-ce que cette affirmation-là est toujours vraie? Si elle n'est pas vraie, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir ce que les manuels scolaires disent et enseignent? Et son autre question, est-ce que tous les os du corps ont le même taux d'océine et de calcaire? L'autre question qu'il se pose s'appuie sur un fait. Un de ses frères au village a des soucis. Chaque fois qu'il tombe ou qu'il fait un mouvement brusque, il se casse un membre. Est-ce que c'est une situation normale? Comment on peut expliquer cela? Et il a entendu dire que les os des jeunes se soudent plus vite que ceux des adultes. À partir de quel âge on peut dire qu'un os ne peut plus se ressouder? Monsieur Seydou Chombiano nous suit à Fada. Il aimerait savoir qu'est-ce qui est conseillé aux personnes âgées comme alimentation pour les protéger des fractures. Son autre question, qu'est-ce qui explique que certains patients passent 3 à 4 mois dans le plâtre sans être guéris, alors que quand ils se tournent vers les rebouteurs, ils sont guéris en 1 mois?
est-ce que les interventions chirurgicales, ça c'est une autre question, et est-ce que les interventions chirurgicales sur les fractures peuvent se faire dans toutes les structures sanitaires? Toujours M. Tchombiano à Fada, est-ce qu'il y a des totems alimentaires en médecine moderne quand on a une fracture? Sur le même ton, M. Amadé Rwamba nous a appelé de Saponé. Il dit qu'il a entendu dans certains milieux dire que quand quelqu'un a une fracture, il doit observer certains interdits alimentaires comme ne pas manger des œufs ou du miel. Est-ce que cela est vrai? Madame Aïsseta Ninkiema a une question. Est-ce que vous êtes encore sensible? Elle pose la question parce que quand on arrive à l'hôpital, le comportement de certains frise, je dis son mot, le comportement frise la sorcellerie. Qu'est-ce qui fait que vous prenez tout votre temps, souvent sans expliquer quoi que ce soit à la famille ou au patient? Monsieur Paul-Emmanuel Ouedraogo à Ouagadougou se demande si l'impact des accidents de la circulation est si important sur la santé des populations. Il constate en ce moment beaucoup de sensibilisation sur le port du casque, alors que quand il vous écoute, il a l'impression que ce sont les pieds qui subissent plus les fractures. Est-ce qu'il faut insister autant que cela sur le port du casque? En tant que praticien, quels sont vos conseils pour les populations, surtout en cette période de fin d'année? C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. On commence avec celle de M. Emmanuel Dakouré. Comme Silga, il a été victime d'un accident depuis le 2 août 2020. Une fracture à la jambe, il a subi une intervention et on lui a posé une broche qui n'a toujours pas été enlevée. Quels sont les risques qu'il court à long terme en gardant ce corps étranger? Docteur Diallo. Vous avez essayé de répondre à ça. Donc, dans la chambre, il y a plusieurs appellations. Il y a des fois on dit broche, des fois on dit clou, des fois on dit plaque, des fois on dit vis. Mais tous sont des types de matériel d'ostéosynthèse de fer. Donc, le fait, comme je disais tantôt, c'est biocompatible. Si ça ne gêne pas, si ça ne l'empêche pas de vaquer à ses occupations, le fait de le garder ne pose pas de problème à long terme. Mais néanmoins, comme il a employé le terme broche, je l'inviterai quand même à se rapprocher. Parce qu'apparemment, il avait fait des examens mais il n'a pas été programmé pour enlever. Comme je disais tantôt, qu'on enlève ou pas, si c'est au niveau de la jambe, si c'est un clou, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment une broche, je pense qu'il faut enlever. C'est pour ça que je disais que je l'inviterai à se rapprocher pour qu'on voit réellement si c'est un clou ou une broche au niveau de la jambe. Ok. Quelles sont les précautions à prendre pour gérer une fracture si le malade souffre d'une pathologie neurovasculaire? C'est la question de Madame Lalogo. Professeur? Oui, pathologie neurovasculaire, il faudrait peut-être qu'on sache précisément de quelle pathologie il s'agit. Mais sinon, fondamentalement, la prise en charge ne change pas par rapport à quelqu'un qui n'est pas porteur d'une pathologie neurovasculaire ou autre. Fondamentalement, ça ne change pas. Parce que neurovasculaire, est-ce que c'est un patient qui marche? Ce n'est pas un patient qui est actif, je ne sais pas. Si le patient marche, qu'il se fracture, il faut tout faire pour qu'il remarche. Voilà. Et ça peut passer par le plâtre, ça peut passer par l'intervention chirurgicale telle que développée tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas si la pathologie neurovasculaire constitue un frein au traitement de sa fracture, je ne crois pas. Voilà. Mais bon, ça c'est sous réserve de savoir de quelle pathologie il s'agit exactement. Si c'est un patient qui ne marche pas, là on peut discuter. Est-ce que ça vaut le coup de l'opérer ou est-ce qu'on peut se contenter d'un simple traitement à minima par plâtre, etc. Voilà. C'est les débats qui peuvent être menés comme ça, mais il faut savoir de quoi il s'agit précisément.
La question de M. Jean Chombiano, donc lui revient, est-ce que l'ordre des médecins travaille avec les rebooters? Donc on a déjà posé la question. Oui. Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de les encadrer? Même s'il n'y a pas de collaboration, est-ce qu'il n'y a pas lieu de les encadrer puisqu'ils font beaucoup en la matière? Oui, tout à fait. Non, mais comme je l'ai précisé tantôt, ça, ils apportent leur concours à la prise en charge des patients fracturés, ça c'est clair. Et comme je l'ai dit, s'ils n'étaient pas là, c'est clair qu'on aurait des problèmes, notamment dans les zones périphériques. Comment corriger les erreurs des rebouteurs? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de les encadrer? Il n'y a pas d'initiative formalisée. Au niveau... Donc, le ministère est interpellé sur la question. Mais au niveau de chaque structure, c'est des initiatives qui peuvent être prises. Et j'ai donné l'exemple de Wayuga, où nous avons initié une formation avec tous les rebouteurs de la région du Nord et où on a essayé de collaborer avec eux. Je dis bien essayer de collaborer avec eux. Bon, ça a donné les résultats que ça a donné, mitigés. Mais bon, ça c'est des initiatives qui peuvent être prises localement. Mais il faut, je ne leur jette pas la pierre, mais ils ne sont peut-être pas souvent aussi d'approche facile. Voilà, la responsabilité ne nous revient pas à nous seulement. Oui. Toujours sur la question des rebouteurs, il y a Mme Barra qui a eu un accident, une fracture à la cheville, la belle famille l'a amenée chez un rebouteur, et puis apparemment il n'y a pas de satisfaction. 3 mois après, il y a des difficultés. Oui, non, c'est clair qu'elle n'a pas consolidé. Là, j'ai bien suivi sa question. Il y a un souci. Ça, forcément, il faut qu'elle vienne pour qu'on voit. Ok, mais il n'y a pas de souci parce qu'elle a dit que quand on commence avec les rebouteurs, non, nous on dit ça quand on les reçoit, fracture fraîche, on regarde, c'est tellement simple à traiter et le patient veut quand même partir. Donc on essaie un peu de les dissuader et ça on dit, bon, si vous partez en cas de souci, bon, écoute, on ne vous les aura plus, etc. Tout ça, c'est dans l'objectif de les dissuader de le faire parce qu'on sait souvent quelles sont les conséquences attendues. Mais après, quand ils reviennent, on les reçoit, il n'y a pas de souci. Donc, elle devrait, comme elle est à Tinkodogo, on a des chirurgiens orthopédistes au CHR de Tinkodogo, donc elle peut très bien aller, ils vont s'en occuper. D'accord. Monsieur Nyamere Bourema Awarga, il constate qu'à l'école primaire, on apprend aux enfants que les fractures peuvent se réparer sur la condition que le membre soit immobilisé. Est-ce que cette affirmation est vraie? Sinon, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir ce qui est écrit dans le manuel scolaire? Je tiens à le rassurer. Comme je disais tantôt, ce qui fait consolider une fracture ou guérir une fracture, c'est le temps. Donc si on immobilise, dans le saignement de la fracture, il y a tout le nécessaire à l'intérieur pour permettre à l'os de guérir. Est-ce que les os ont le même taux d'océine et de calcaire? Dans l'os, c'est plutôt le calcium. Le calcium il y a une structure minérale, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vivant, et puis il y a du vivant à l'intérieur. Donc le minéral, c'est plutôt du calcium et du phosphore. Donc ce sont ces taux-là qui sont, et c'est variable selon les individus. Okay. C'est variable selon l'alimentation que la personne prend et c'est variable selon l'âge. Et puis également il y a le cycle hormonal, notamment chez la femme, qui influence les taux de ces différents éléments. D'accord. Son autre question, c'est un de ses frères a des soucis. Chaque fois qu'il a une chute ou un moindre mouvement brusque, il a une fracture. Est-ce que cela est normal? Comment expliquer cela, professeur? Alors, ça, il faudrait peut-être qu'on voit le patient. Mais quand on dit ça, ce à quoi on pense tout de suite pour nous les orthopédistes, c'est à la maladie des os de verre. C'est une pathologie qu'on appelle maladie des os de verre, maladie de Lobstein. Et justement, ce qu'il décrit ressemble exactement à ça. C'est des enfants qui, au cours du jeu, moindre chute, ils se cassent. Dès qu'ils se cognent contre quelque chose, ils se cassent. Mais derrière, ils consolident normalement. Voilà. Donc, ils font des fractures à répétition comme ça. Et lorsqu'on leur fait une radiographie du squelette, on voit des os soudés un peu partout. Voilà. Ils se cassent, ils se soudent. Ils se cassent, ils se soudent. Et quand ils deviennent adultes? Adulte, je ne sais pas. Est-ce que ça s'arrange tout seul? J'en sais rien. Voilà. Mais la maladie de Lobstein, c'est ça. C'est sur les enfants, ils se cassent régulièrement. Donc il faut les protéger d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a un traitement médical pour ça, mais je ne crois pas. D'accord. On dit que les jeunes se soudent très vite. À partir de quel âge un os ne peut plus se souder?
Non, même à ça, dans l'os se soude. Il va se souder un peu plus lentement que l'os de l'enfant, mais il se soude. Tant que toutes les conditions sont réunies, il se soude. Mais plus on vieillit, plus il se soude plus lentement. Voilà. Chez l'enfant, ça va très vite, mais chez les vieilles personnes, ça va un peu plus lentement, mais il se soude. Monsieur Sédou Chambiano, il nous suit depuis Fada. Il aimerait savoir qu'est-ce qui est conseillé aux personnes comme alimentation pour les protéger des fractures. Docteur Diallo. Il n'y a pas vraiment d'interdit, je profite de répondre un peu, il n'y a pas vraiment un interdit alimentaire particulier. Souvent, on peut être amené à demander que la personne mange des repas riches en calcium, notamment tout ce qui est produits lactés. Voilà. Donc c'est seulement parfois dans quelques cas de figure qu'on le demande. Sinon, il n'y a pas vraiment d'interdiction alimentaire. Les œufs, voilà, les œufs, le miel, tout. Par contre, la cigarette retarde la guérison de l'os. Ça, c'est important à signaler que les fumeurs guérissent très mal et très lentement. Très lentement. Très mal ou très lentement? Les deux. Ok. Et la consommation de l'alcool? Ça va ensemble. Ok. D'accord. L'autre question de M. Chambiano, qu'est-ce qui explique que certains patients passent 3 à 4 mois dans le plâtre sans être guéris et les tradis praticiens arrivent à les mettre sur pied en 1 mois? Toujours les reporters. Non, ça c'est des a priori, c'est pas vrai du tout. Déjà, c'est pas vrai. Un os ne peut pas se souder en 1 mois. Donc, si vous prenez un enfant, en 3 semaines, certaines fractures sont consolidées. Ça, c'est ça. Mais il y a des délais moyens chez l'adulte. Je ne vois pas comment on peut guérir d'une fracture du fémur en 1 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, sa question est formulée sous forme d'un a priori, qui n'est pas vrai. N'est pas vrai. Non, il y a des délais normaux connus, plus ou moins. Ça peut être un peu plus court, ça peut être un peu plus long, mais en moyenne, il y a des délais qui sont connus. Et que ça soit chez le rebouteux, que ça soit en médecine, c'est les mêmes délais. C'est les mêmes délais. Est-ce que les interventions chirurgicales sur les fractures peuvent se faire dans toutes les structures sanitaires? Docteur Diallo. Ok, normalement, je pense que dans tous les CHR, à l'exception de Manga, je pense, on a des collègues qui sont sur place. Donc, au niveau des CHR et des CHU, c'est possible. D'accord. Toujours avec M. Chambiano, est-ce qu'il y a des totems? On a déjà, en médecine moderne, il n'y a pas de totem. C'est de bien s'alimenter. Et de prévenir de réduire la consommation de tabac et alcool. Et de l'alcool. Sous le même temps, il y a M. Amadé Rwamba, lui, la Saponé. Il dit qu'il a entendu dans certains milieux dire que quand il y a une fracture, il faut observer. Ça, c'est toujours, c'est pas vrai. C'est ce que vous avez dit. Donc, on peut continuer à manger les œufs, le miel. Moi, je dis que les œufs, c'est bien. Ça, c'est de bons aliments, ça. Le miel, les œufs. Ça, c'est bien. Donc, c'est même conseillé. Ah oui, non. C'est de bons aliments, ça. Donc, ça favorise au contraire la consolidation. Il faut bien manger. À la règle, c'est ça. C'est important d'être bien nourri parce que si vous n'avez pas une bonne base alimentaire, vous n'avez même pas la force pour consolider. Donc, si on est dénutri, on ne consolide pas bien. D'accord. La question de Mme Aïsseta Anikema. Là, vous êtes interpellé, professeur. Il demande si vous êtes encore sensible. Parce que quand on arrive à l'hôpital, le comportement de certains, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que vous prenez tout votre temps on prend pas sans tout notre expliquer? Temps. On est sensible, on pleure même. Non, peut-être que c'est la communication. Si vous ne communiquez pas. Voilà, non, ça, je pense que... La famille est là, les patients sont là, ils attendent. Non, là, souvent, il y a quand même un déficit à ce niveau-là. Ouais. Sinon, on est sensible, on est sensible. On est très sensible. Comme je dis, il nous arrive de pleurer, peut-être pas en public, mais voilà. Donc, on est très sensible à la souffrance donc, de nos patients. Mais effectivement, côté communication, là, on pêche parfois là-bas. Il faut prendre... Mais c'est difficile, Il faut prendre le temps d'expliquer aux patients, etc. Mais le contexte est particulier quand même. Quand vous expliquez, d'abord, ça peut être un peu technique, mais là, on peut simplifier le langage pour expliquer. Mais après, il faut expliquer de façon claire, sans que après les relations aussi ne versent dans la familiarité.
Voilà, donc il y a tout ça qui n'est pas facile à gérer, mais je reconnais volontiers que nous pêchons parfois au niveau de la communication. Sinon, le patient, il faut lui expliquer, même si vous voulez lui faire une injection, il faut lui expliquer qu'est-ce que vous voulez lui injecter et pourquoi vous le faites. Mais vous expliquez à X aujourd'hui, et ça nous arrive fréquemment. Demain, c'est Y qui va venir pour reposer les mêmes questions. Après-demain, c'est Z, un autre accompagnant. Donc à la fin, bon, parfois on est un peu excédé, quoi. Mais il ne faut pas se laisser effectivement dominer par ça. Il faut expliquer. Parce que souvent les accompagnants se relaient. Ils se relaient, ils changent tout le temps. Vous dites quelque chose aujourd'hui à un, demain il n'est pas là. Et en partant, il n'a pas passé l'information à celui qui va le remplacer. Vous répétez. Après demain, c'est quelqu'un d'autre. Et ça arrive tous les jours, c'est comme ça. Mais bon, on se débrouille, on fait l'effort d'expliquer. Et s'ils nous approchent, on se doit de leur donner des explications. Voilà. Dernière question des téléspectateurs, M. Paul Emmanuel Ouedraogo. Il se demande si l'impact des accidents est si important sur la santé des populations. Il constate beaucoup de sensibilisation sur le port du casque. Et pourtant, vous avez eu à dire que c'est les membres qui sont les plus touchés et pas la tête. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Là, nous traitons des fractures. C'est pourquoi nous sommes centrés sur les fractures. Si nous devions traiter des traumatismes crâniens uniquement, et avec les spécialistes, les neurochirurgiens, il allait se rendre compte de la gravité des traumatismes crâniens. C'est beaucoup plus grave que les fractures de membres. Avec un membre fracturé, on vit. Voilà, estropié, mais on vit. Mais avec un crâne brisé, les conséquences sont énormes. Là, on ne vit pas. Hein. Ouais, donc, il ne faut pas qu'ils se trompent. Les traumatismes crâniens, c'est ça, la principale cause de mortalité. On a eu plusieurs thèses, plusieurs études, plusieurs travaux qui ont été faits dans le service. C'est les traumatismes crâniens qui créent le plus de mortalité aux urgences traumatologiques. C'est clair, c'est net. Donc, il faut prendre les précautions par rapport à ça. Mais pourquoi hésite-t-on à intervenir chirurgicalement sur le sujet âgé, professeur? C'est vous qui ne voulez pas, ou bien ce sont souvent les patients qui s'y opposent? On n'hésite pas. Il faut peser le pour et le contre. Moi, j'allais dire qu'il faut distinguer à peu près 3 situations. Un sujet âgé, 90-100 ans, qui est fracturé. Et puis, à l'interrogatoire, quand on l'interroge, sa famille, lui-même, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était en bonne condition physique. Il est âgé, mais il était en bonne santé. Il n'a pas de grosses pathologies cardiaques, pas de grosses pathologies rénales ou pulmonaires. C'est quelqu'un qui marchait, qui vaquait à ses occupations et qui a eu cette fracture. Mais il faut le remettre dans l'état dans lequel il était auparavant. Donc il faut l'opérer, c'est clair. Et ça passe par l'avis du médecin anesthésiste. Ce sont les anesthésistes qui décident, qui examinent le patient. Mais s'il se rend compte qu'il n'avait rien, il est en bonne santé, que tous ses examens sont bons, on l'opère sans hésitation. Deuxième situation, c'est le patient justement de 90-100 ans, mais qui a plein de tares. Il était déjà insuffisant cardiaque, insuffisant pulmonaire, insuffisant rénal. Il se déplaçait à peine avec une canne, etc. Il se débrouillait. Et les anesthésistes, après, lorsqu'ils ont fait tous leurs examens, ils se rendent compte que lui, là, si on l'endort, il peut ne pas se réveiller. Là, on ne va pas l'opérer, à moins que vous le vouliez l'accompagner. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième situation claire où les anesthésistes vous disent que ce patient-là, il est inopérable. Et puis la troisième situation, c'est si on est au milieu. Voilà, il marchait et tout, il a quelques antécédents, mais les anesthésistes estiment que bon, ça peut aller quand même. Là, on discute entre le médecin, le chirurgien et puis la famille. On dit voilà, votre patient, vu qu'il marchait, il se débrouillait, nous on veut encore le faire marcher. Mais il y a tel risque, il y a tel risque. Voilà, on discute ensemble et puis on prend la décision. Donc voilà à peu près les 3 situations, mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas opérer les personnes âgées. Non. Docteur Diallo, peut-on récupérer complètement après une fracture? Donc la fracture, c'est un événement qui survient dans une vie. L'objectif du traitement, c'est de remettre le patient à la position à laquelle il était. S'il marchait, qu'on puisse le faire marcher correctement. Donc dans la plupart des cas, on peut arriver à un très bon résultat et retrouver un niveau d'activité non douloureux et retrouver sa position initiale. Voilà. La plupart du temps, on y arrive. D'accord.
Nous sommes à la fin de cette émission. Quels sont les conseils pratiques que vous avez, professeur Sawadogo, à l'endroit des populations? La préoccupation majeure pour nous qui voyons les patients arriver aux urgences traumatologiques, je ne cesserai de le répéter, c'est le port du casque. Vraiment, quand j'entends les gens, j'allais dire négliger entre griffes le port du casque, ils trouvent que ce n'est pas une préoccupation, on peut laisser ça d'abord, s'occuper d'autres choses, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'on est sur pied et qu'on est dehors, on va qu'à ses occupations, on est en bonne santé, on ne se rend pas compte. S'ils étaient, moi je les invite à venir passer 1 ou 2 journées aux urgences et à voir arriver les patients victimes de traumas crâniens, avec certains, des embarrures, c'est-à-dire le crâne complètement défoncé, parfois avec de la cervelle qui coule, etc. Je pense que si quelqu'un voit ça, je pense qu'on ne le conseillerait plus de porter le casque. Donc moi, j'appelle encore les uns et les autres. C'est la fin d'année aussi. C'est la fin d'année. Bon, il y a les gens sont joyeux, il y a les fêtes et tout. Voilà, les jeunes qui circulent vite. Il y a l'effet de l'alcool et tout ça. Donc, c'est vraiment pas de trop d'insister sur le port du casque et d'une manière générale, l'observation de la prudence dans la circulation. Vitesse modérée, respect des panneaux de signalisation. Donc, c'est l'appel que j'ai à lancer. D'accord. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Ce numéro de Santé Max, c'est le dernier de l'année 2023. Et à l'occasion, toute l'équipe de réalisation de Santé Max se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Prudence, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres numéros de Santé Mag. Bonsoir. Général des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Cette émission vous est offerte par la Banque commerciale du Burkina qui accompagne aussi les PME et l'informel.